Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Sonep Dadje FC a détrôné le triple champion au titre Coton SC au terme d'une finale disputée hier mercredi au stade Omnisport de Grand Popo. À suivre dans cette édition les détails de cette dernière rencontre de la Ligue Pro de Foot saison 2024-2025. Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée veulent connaître les salaires du président Talon, des membres de son gouvernement et des présidents d'institutions. Leur requête a été rendue publique ce jeudi 19 juin. Hadi 2025, les premiers pèlerins béninois sont déjà de retour au Bercail. Ils ont été accueillis lundi dernier à l'aéroport de Cotonou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, à nouveau interrogé par TRT Africa sur la pertinence des acquis de la conférence nationale de février 1990, 35 ans après sa tenue, Nicéphore Soglo n'a pas mâché ses mots. Reconnaissons que le Bénin a connu une modernisation notable sur le plan des infrastructures avec les routes, les ponts, les hôpitaux. L'ancien président béninois a soulevé de nombreuses interrogations sur la gestion des ressources publiques et surtout sur le respect des libertés individuelles et bonnes collectives sur le terrain, surtout sur le terrain des droits et des libertés. L'ancien président affiche sa déception sur le plan de la liberté. Malheureusement, non. A-t-il répondu à la question de savoir si l'esprit de la conférence est toujours vivant, et il cite nommément des figures politiques en détention ou en exil. Évoquant l'engagement politique de sa famille, Soglo a rappelé les parcours de son épouse Rosine Vieira Soglo, ancienne députée, et de ses enfants, Léadi et Gagnou Soglo, respectivement, ancien maire de Cotonou et ancien ministre. Depuis son avènement en 2016, le gouvernement maintient le dialogue social permanent avec les partenaires sociaux. Ces échanges amènent à des solutions concrètes face aux revendications des travailleurs. Comment se porte ce dialogue social et quel est son état actuel? Élément de réponse avec Michel Zorancon, deuxième secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, au micro de Quentin Amoussou. D'abord, avant le démarrage, les confédérations et centrales syndicales ont lu des lettres de protestation contre la violation des libertés syndicales que nous avons constatées et qui se traduit par l'encerclement de la bourse du travail, l'interdiction de manifestation des travailleurs et l'arrestation surtout des représentants syndicaux et des secrétaires généraux. Donc nous avons protesté contre ça et nous avons demandé même au gouvernement de prendre un engagement pour bannir ces violations parce que nous avons un creuset de négociation. Nous avons un creuset comme cette commission où nous pouvons échanger sur nos différends. Donc il ne s'agit pas d'utiliser un rapport de force pour attaquer l'autre alors que nous sommes des partenaires sociaux. Donc ça c'était au démarrage, mais je vous avoue que ça n'a pas joué sur l'ambiance des négociations. Nous avions 14 points de négociation, 14 points dont 7 pour le privé et 7 pour le public. Donc au cours de la première journée, nous avons abordé les 7 points du public. Et parmi ces 7 points, il y a 3 points qui viennent du patronat
et 4 qui viennent des confédérations. Donc c'est sur ces 4 que nous allons échanger parce que les 3 autres viennent du patronat et les 4 viennent des confédérations. Donc je dirais parmi ces points, il y a la révalorisation des salaires après l'augmentation du SMIC. C'est une revendication qui date de 2014-2015. Donc 10 ans après, nous n'avons pas eu de satisfaction. Nous l'avons ramenée. Alors, elle consiste en quoi? Juste après l'augmentation du SMIC, vous savez, dans les entreprises, la grille est hiérarchisée en fonction de la classification. Donc, dès qu'on augmente le plus bas, le SMIC, les employeurs n'aiment plus augmenter les autres. Donc, on veut juste augmenter le plus bas, alors que chacun est positionné dans la grille suivant ses attributions, suivant ses responsabilités. Donc, nous avons demandé à ce qu'on augmente, chaque fois qu'on augmente le SMIC, il faut que les entreprises fassent pareil pour les autres couches socio-professionnelles. Ce qu'ils ne font pas. L'État croit en la bonne foi de ses employeurs, mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ça date de 10 ans. Il y a eu l'augmentation de 2014. Il y a l'augmentation de 2022, sans que les autres couches ne puissent aussi bouger pour faire face à la cherté de la vie. Voilà le premier point. Et le second point se joint au premier parce que dans les entreprises aussi, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas de... Dans plusieurs entreprises, bien sûr, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas d'accord d'établissement. Donc, les employeurs gèrent les travailleurs à la tête du client. Donc, il faut un cadre formel. S'il y avait ce cadre, ça aurait pu régler le premier problème parce qu'au cours des révisions de ces accords d'établissement, on pouvait faire des augmentations. Ça pouvait avoir une incidence financière. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, nous avons demandé une formalisation dans toutes les entreprises de ces accords d'établissement et conventions collectives. Et là, je pense que le gouvernement a cédé à cela, a donné des instructions pour que le ministre du Travail rencontre le patronat et que des accords d'établissement soient signés dans toutes les entreprises ou les conventions collectives. Donc voilà les 2 points que nous avons abordés sur les questions de rémunération. Après, il y a la question de l'ITS. Vous savez, l'ITS, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. Sur tout ça, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires et c'est énorme pour les travailleurs. C'est énorme dans le mécanisme parce que c'est progressif. Plus vous montez en salaire et ça s'augmente. Ce qui fait que ça prend une bonne portion. À partir d'un montant, ça prend même 30%. Ça prend désormais les primes exceptionnelles, les dons en nature, ça prend tout. Donc ça ronge les salaires. Au même moment, ces travailleurs, déjà qui subissent l'ITS, qui rongent leur salaire, ils paient d'autres taxes. Ils paient des taxes de maison, ils paient les taxes de véhicules TVM s'ils en ont. Donc, le fait que ça ronge le salaire, nous avons demandé à ce qu'on revoie le mécanisme pour soulager les travailleurs. Et le pire, c'est le mécanisme d'abattement. Voilà, le mécanisme d'abattement, la mesure sociale d'abattement de l'ITS pour nombre d'enfants. C'est une mesure sociale qui est insérée pour que ceux qui ont plus de charges payent moins d'impôts. Mais malheureusement, le gouvernement est venu supprimer. Le gouvernement a supprimé ce mécanisme. Or, c'est une mesure sociale où un gouvernement de hautement social vient supprimer, ce qui fait que des gens ont perdu de l'argent parce que leur salaire a baissé. Plus la mesure est supprimée et ça a augmenté l'ITS, le salaire a baissé. Or, le salaire, c'est un acquis. Donc ça, ce n'est pas question de négociation. Nous avons demandé la restauration de cette mesure sociale d'abattement pour le nombre d'enfants. Voilà. Et le dernier point, c'est concernant une loi. Et ça concerne l'âge. Et sur l'âge, je pense que nous félicitons d'abord le gouvernement pour cette mesure, parce que c'est une des mesures sociales très ambitieuses. Et le décret portant obligation aussi de l'assurance maladie au Bénin. Mais il s'est glissé dans les articles 3 et 4 de ce décret une injustice où l'État demande aux employeurs du public, l'État même qui est employeur du public, l'État accepte de supporter l'assurance des retraités du public, de leurs familles, femmes, enfants. Et au même moment, dans l'article 4, l'État demande aux retraités du privé de souscrire eux-mêmes à cette assurance-là pour eux et leurs familles. Et donne même la possibilité d'aller faire ponction, d'aller prélever les primes sur leur pension. Ce qui devient une charge pour eux. Nous savons ce que valent les pensions au Bénin. Donc si le retraité du privé doit encore aller faire ponction sur sa pension pour régler les problèmes d'assurance, il ne peut pas survivre. Donc voilà, et nous avons demandé de corriger. Et là aussi, le gouvernement a demandé
a reversé ça au ministère des Affaires sociales pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui s'est passé et puis comment on peut le corriger. À l'initiative du député Biosika Abdel Kamel Ouassagari, un groupe de députés du Parlement, plus précisément du parti d'opposition Les Démocrates, a saisi le gouvernement par le biais d'une question orale avec débat en date du 18 juin 2025. Ce groupe demande des précisions sur les rémunérations des plus hautes autorités de l'État. La requête, il faut le préciser, a été rendue publique ce jeudi à travers une publication sur la page Facebook du député Ouassagari et vise à obtenir des éclaircissements sur les salaires et avantages accordés au président de la République, la vice-présidente du Bénin, aux ministres ainsi qu'aux préfets et directeurs généraux d'agences publiques. Les parlementaires se réfèrent à 2 décrets fixant les traitements des directeurs de cabinet, secrétaires généraux des ministères et préfets. Donc, comme je l'annonçais, ils souhaitent également des informations précises sur les rémunérations des présidents de certaines institutions, à savoir l'ARAC, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, le médiateur de la République, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Un décret pris en 2017, il faut le préciser, qui a procédé à une revalorisation des salaires des directeurs de cabinet et secrétaires généraux est donc cité. Et les signataires veulent savoir si cette augmentation concerne d'autres catégories de personnes, notamment les conseillers techniques et cadres de ministères. Enfin, ils s'intéressent aux salaires pratiqués dans certaines structures publiques, en particulier la CIRAT, la CIMAU, la Loterie nationale du Bénin, et demande à cet effet la communication des fiches de paie des directeurs généraux ainsi que des décisions des conseils d'administration ayant validé ces rémunérations. Cette interpellation, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale à moins d'un an de la fin du second mandat du président Patrice Talon. Autre information, on parle toujours des députés du parti Les Démocrates qui ont fixé les modalités de désignation des candidats aux élections communales et municipales de 2026 au Bénin ainsi que la date de réception des dossiers de candidature. Selon une note interne en date du 16 juin dernier et signée par le coordonnateur délégué Alassane Thierry, le parti fixe donc le délai de réception des dossiers de candidature au niveau des coordinations communales, des coordinations de circonscription électorale pour le cas de Cotonou. Ce délai a lieu du 18 juillet au 22 juillet 2025 afin de rendre effective la politique d'inclusion significative des femmes. Les coordinations communales doivent, dans l'établissement des listes privilégiées, comme je l'ai annoncé, jusqu'à hauteur de 30% des candidatures féminines, autant que faire se peut, insiste le parti. Autre registre dans cette édition d'Odan est un aménagement de la chaussée, une bosse ou une surélévation qui sert à faire ralentir les véhicules. Il est généralement situé en agglomération sur des routes limitées à 30 km/h ou encore dans des zones spécifiques comme les aires de repos ou les chemins forestiers. Dans l'élément à suivre, Lionel Tchiakpé, technicien supérieur en travaux publics, expose l'utilité de ces ouvrages dans la sécurité routière. Il est au micro de Francis Fahmi. Les ralentisseurs, les dodanes viennent juste pour rendre l'effet sécurité de la vie des citoyens. Je prends le cas où tu prends une route qui n'a pas de dodane. Tu te mets à fond sur les gaz. Oui, obligé. Mais quand tu prends une route qui a les dodanes, tu ralentis parce que tu sais qu'il y a une dodane. Parce que ça met d'abord en état et pas en état à l'épreuve votre engin ou votre véhicule, et toi-même tu te sens mal à l'aise, tu ressens un choc, là ça te met en danger. Mais c'est parce que ici au Bénin nous n'avons pas l'attention des citoyens élevée. C'est-à-dire quoi?
pour les gestes barrières, les gestes de signalisation. Parce que quand tu es sur une route, il y a beaucoup de choses. Tu vois, des fois, on fait des chiffres de 30, on en sait, c'est-à-dire que sur cette route, tu peux aller jusqu'à 30, plus que 30. 30 km/h. 30 km par heure. Mais sur des routes, tu vas voir que les 30 sont encadrés par des carrés ou bien des cercles. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser cette distance-là. Donc, si la population n'est pas encore en mesure, n'est pas encore adaptée à cette réalité, il faut trouver autre moyen pour pouvoir nuire à des cas d'accident, des cas d'insécurité dans la vie. C'est pourquoi la présence des dodans. Comment évaluer l'état d'une chaussée? Le technicien supérieur explique le processus toujours au micro de Francis Fahami. Pour évaluer l'état d'une chaussée, ça dépend de plusieurs paramètres. Il y a le volet entretien. Si c'est déjà fait, volet entretien. Il y a le volet de ce que la route nous présente 5 ans après qu'ils ont effectué. Il y a aussi le volet trafic, le flux de la circulation. Donc, si tous ces paramètres étant donné préalablement étudiés au laboratoire, définis, et ça rend compte qu'à chaque fois qu'on circule sur cette route, ça donne encore le confort aux citoyens, c'est pas dégradé. On peut encore alors estimer maintenant que cette route elle est de qualité. Donc il n'y a pas seulement le volet topo et géotechnique qui définissent la qualité d'une route. Il y a aussi le paysage. Le Fonds monétaire international a approuvé ce mercredi 18 juin 2025 la 6e revue des programmes appuyés par la facilité élargie de crédit FEC de la facilité de financement élargie FFE ainsi que la 3e revue du programme climatique facilité pour la résilience et la durabilité. À cela s'ajoute un décaissement immédiat de 90 millions de dollars portant le soutien total du FMI au Bénin à plus de 623 millions de dollars depuis 2022. Dans sa communication, le Fonds monétaire souligne la solidité des performances budgétaires du pays. Le Bénin, il faut le préciser, a atteint avec un an d'avance l'objectif communautaire de déficit budgétaire de 3% du PIB fixé par l'UEMOA, une réussite attribuée à la hausse des recettes domestiques et à une gestion rigoureuse des dépenses sociales prioritaires. Le FMI a également salué les avancées dans les réformes climatiques. Autre information, les premiers pèlerins béninois du Hadi 2025 sont de retour au Bercail depuis lundi 16 juin dernier. Content de retrouver leur terre natale, ces derniers ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour les démarches entreprises afin de permettre une bonne réussite de cette édition 2025. Actualité hors de nos frontières, la Cour suprême malienne donne jusqu'à la fin de ce mois de juin aux partis politiques pour justifier leur usage de subventions d'État. Celle-ci était accordée à chaque année pour le bon fonctionnement des partis. Mais cette décision de clarification comptable intervient, il faut le préciser, alors que ces partis sont officiellement dissous depuis mai dernier. L'audit conduit par l'instance juridique porte sur les 25 dernières années et les 25 dernières années de 2000 à aujourd'hui et a été annoncé par le président de la section des comptes de la Cour suprême. Cette volonté de clarification et de transparence, il faut le noter, suscite pour le moment peu de réactions dans le monde politique malien. Autre information hors de nos frontières, Donald Trump, président américain, a annoncé ce jeudi avoir signé un décret qui repousse de 90 jours la date butoir pour la vente de TikTok imposée par le Congrès américain qui souhaite que la maison mère chinoise ByteDance cède ce réseau social très populaire aux États-Unis, alors que le président américain avait déjà porté l'échéance à 2 reprises. La nouvelle date butoir est fixée par le décret au 17 septembre prochain, a-t-il annoncé sur sa plateforme Truth sociale. Au sport, dans cette édition à présent, Soneb Dadje Football Club s'est offert le Graal de la Ligue Pro saison 2024-2025 au terme de la finale qu'il a opposée à Coton Football Club hier mercredi 18 juin
2025. Le club d'Aplaroué s'est imposé au tir au but 5-3 après un match nul dans le temps réglementaire de 1 but partout. Au terme de la partie, Yaya Kone, entraîneur du nouveau club champion du Bénin, a livré ses impressions. Il est au micro de Anaël Dou. Coton, ce n'est pas une petite équipe. Coton, c'est une équipe d'expérience. Donc, notre plan de jeu était clair. Il fallait, dans la première mi-temps, il fallait faire la différence. Et vous avez vu, on pouvait mener 2-0, 3-0 à la première mi-temps. Voilà, si les garçons avaient été plus réalistes. Donc, c'était le plan de jeu. Il fallait faire le match en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, il fallait revenir dans un bloc médian, essayer de placer des contres, essayer de placer des attaques sporadiques. C'est ce que nous avons réussi à faire. Nous avons réussi à contenir l'adversaire. Malheureusement, le pénalty qui est arrivé vers la fin a tout remis en cause. Mais nous sommes restés solides, mentalement solides. Et au finish, nous remportons cette finale. C'est le travail. C'est le travail, c'est la rigueur, c'est le sérieux. Et on s'est privé de tout. On a fait des sacrifices. On a tout laissé pour cet objectif. On y croyait. On y croyait. On savait que pour pouvoir détrôner Coton, il fallait qu'on travaille. Il fallait qu'on travaille chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il n'y avait pas de repos. Nous n'avons pas eu de congé. Nous avons travaillé pendant les congés. Et les jeunes gens ont accepté. Ils ont accepté de faire ces sacrifices. Ils ont accepté de travailler. On finit premier de notre poule. Et aujourd'hui, on est sacré champion du Bénin. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Je suis heureux. Je suis fier de mes garçons. Je suis fier. Ils ont été courageux. Ils ont été héroïques. Ils ont été présents quand il le fallait. On a su par moments faire le deux rangs. Essayer d'ajuster l'adversaire. Je ne peux que dire bravo. Bravo. Je ne peux pas oublier ici la SONAB et le PCA et son conseil d'administration. Aussi, leur remercier pour leur soutien. Remercier également la DGS et Dieu aussi Kouché Oueda qui a tout fait, qui s'est battu pour qu'aujourd'hui SONAB Dadje soit champion du Bénin. Bravo, bravo, rien que bravo. Les dirigeants du club du peuple n'ont pas manqué le rendez-vous de cette finale, que ce soit au sein de l'association sportive Dadje FC ou de la société sportive Soneb Sport. La joie était immense. Suivons plutôt. La joie est immense. Regardez tout le public en liesse là. C'est toute une communauté, c'est toute une ethnie, c'est tout un peuple. C'est le club du peuple, Dadje FC. Et vous-même, vous avez vu le déplacement de tous les Adja du Koufo et de la diaspora. Vraiment, merci au grand public, merci aux joueurs, félicitations aux joueurs. Nous sommes champions du Bénin 18 ans après la création du club. C'est une consécration. Merci, merci à tout le monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous avons travaillé pour... Nous sommes battus. Ça fait environ 6 mois. Depuis le mois de janvier, nous avons commencé cette course. Sous la pluie, dans le sol, sous le soleil, tout. Avec toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Si vous observez bien le jeu, vous allez voir que nous n'avons pas du tout de mérité. Nous sommes imposés devant le grand Coton. Coton qui est reconnu avec tout ce qu'il est. Les joueurs professionnels, ils ont tout. Dieu leur a tout donné. Mais aujourd'hui, le Seigneur a prouvé que quand vous travaillez dur, vous travaillez fort, vous avez toujours le résultat. Suivez dans cet élément les moments forts de la cérémonie de remise de trophée aux champions au terme de cette finale qui a opposé Soneb Dadje FC à Coton FC. Des images que vous propose Anaël Dou.
Il faut noter que suite à la victoire de Sonep Dadja FC, quelques journalistes sportifs ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Romaric Tsisugo Gwenou. Je trouve que c'est une belle consécration pour cette belle équipe de Dadja qui, tout au long de cette saison, a mis les bouchées doubles pour terminer champion du Bénin. Déjà la saison dernière, ils avaient joué jusqu'au terme. Enfin, la dernière journée, ils étaient face à Coton. Et là, ils se sont inclinés. Ils ont même disputé les préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF. Ils se sont hissés au deuxième tour en éliminant l'équipe ghanéenne Dreams FC. Donc je pense que c'est un titre amplement mérité pour Dadja cette saison. C'est une équipe qui est restée constante, qui, malgré les difficultés, n'a pas lâché. Il faut déjà commencer par féliciter l'équipe de Dadja qui a quand même pu renverser Coton, qui était indétrônable depuis 3 saisons. Si Dadja n'avait pas été tenace, Coton serait encore champion pour la 4e fois d'affilée. Je pense que Dadja a montré le chemin aux autres clubs du championnat que c'est possible de renverser le tenant en titre, c'est possible d'arriver à quand même engranger des points, c'est possible d'aller titiller le meilleur au plafond et de prendre sa place. Je pense que c'est ce que nous avons vu hier sur le stade de Grand Popo. Cette finale a été, je dirais, âprement disputée. C'est vrai qu'en première partie, on a vu une équipe de Dadja beaucoup plus, je dirais, laborieuse, beaucoup plus ambitieuse. Et cette domination a été concrétisée justement par l'attaquant Salif Bakate, bien sûr, qui a marqué ce joli coup franc. Ce coup franc magistralement tiré, et donc qui a permis à Dadja d'ouvrir le score et de mettre, je dirais quoi, la pression sur Coton FC et de mettre en doute, et bien sûr, cette équipe de Coton FC durant ce match. Et lors de la deuxième partie, eh bien, on a vu une équipe de Coton FC, je dirais, plus bonne que la première, plus tranchante que la première, et plus aussi, je dirais,
plus offensive même que la première. Donc, pratiquement vers la fin du match, ils ont pu quand même obtenir un penalty qui donc leur a permis de parvenir à l'égalisation, d'égaliser ce but-là. Donc, ça a été une finale où je dirais toutes les deux équipes, chacune ont eu le mi-temps et l'ont concrétisé. La première par Dadje via un coup franc de Salih Bagaté et celui de Coton C qui a obtenu un penalty pratiquement en fin de match. En face, vous avez Coton, triple champion du Bénin, qui voulait aussi ajouter un 4e titre à son palmarès, mais Dadje, ils ont su se mettre ensemble, ils ont su tout faire pour remporter ce premier titre historique pour le club de Aplaroué. Dans ce match d'hier, on a vu une belle équipe de Dadje qui aurait pu même gagner la première période 2-0, 3-0. Ils ont eu quelques occasions qui n'ont pas su concrétiser. Et quel merveille, quel coup franc de Salif Bagaté qui a ouvert le score pour Dadje hier sur un coup franc majestueusement appliqué, concrétisé. Après cela, il y a eu quelques occasions pour Coton, mais ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. On a vu le coach de Coton, Victor Zonka, faire entrer des joueurs vifs pour dynamiser le côté. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une belle défense de Dadje. Globalement, par rapport à cette rencontre, c'est vrai, on a vu du beaux jeux, du beau spectacle, mais il faut quand même retenir que quand on prend la statistique des joueurs, ou du moins l'ensemble de la rencontre, ce n'est pas encore ça en réalité. Quand on suit les championnats au plus haut niveau, parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets au niveau des attaques. Je veux parler de la finition, que ce soit du côté de Dadje ou que ce soit du côté de Coton. Et il n'y a pas eu beaucoup de finition hier, sinon on pouvait avoir plus de buts dans cette rencontre. Pas de 4e victoire, pas de 4e couronne pour Coton FC. Le club phare de Ouida a perdu la finale de la Ligue Pro saison 2024-2025 contre Dadje FC au bout du suspense, 3 tirs au but contre 5. Mené au score dès la 23e minute, Kader Koné et ses coéquipiers ont rétabli la parité en toute fin de match avant de courber l'échine lors de la séance fatidique d'Ener. Kader Koné, vice-capitaine des Cotonniers, et son entraîneur Victor Zouka font le débriefing de la rencontre. Ouais, jusqu'au bout, on a poussé, on a égalisé et malheureusement on a arrivé au tir au but. Le tir au but, c'est l'effet de jeu, hein. C'est une question de chance. Donc l'équipe adverse sont restés concentrés du début qu'à la fin sur les pénaltys et ils ont remporté. Donc c'est le football, hein. Bon, la prestation en première mi-temps, le coach avait demandé un bloc bas, d'observer l'adversaire, c'était un peu timide. Et après avoir pris le but, c'est là on a essayé de pousser jusqu'à la fin, jusqu'à égaliser, aller au tir au but. Parce qu'arrivé à un certain moment, Dadje c'était à demi quand il ne pouvait plus jouer, il était cramé, il était fatigué. Donc moi je pense que c'est vrai un peu au tir au but, mais on n'a pas démérité, on a tout donné jusqu'à la fin. Bon, c'est une déception parce que, comme vous dites, on revient de loin. À la 7e journée, on était 13e, on a perdu contre Ayema à la maison. Et depuis cette date-là, avec aujourd'hui, puisque c'est un match nul, c'est une défaite au pénalty, on est à 24 matchs sans perdre. Donc c'était un super truc. Maintenant, il nous manquait la cerise sur le gâteau ce soir. C'est une finale. Donc dans une finale, c'est toujours très indécis. Et c'est le réalisme qui fait la différence. Et aujourd'hui, quand j'analyse ce match, un petit peu avec un peu de recul, ils ont l'occasion du 2-0 qui rate, c'est la seule occasion qu'ils ont du match. Il y a ce coup franc pour eux, ce pénalty pour nous, mais il y a quand même derrière le sauvetage de leur gardien qui les laisse dans le match, puisque bon, il fait 3 arrêts extraordinaires. Nous, on court derrière le résultat, et puis après, il y a la séance des tirs au but. Vous savez, c'est pas le manque de préparation. Ça fait pratiquement 10 jours que je faisais ça tous les jours à la fin de l'entraînement. Ça montre bien que même en répétant, même en étant présent, même en tirant des coups de pied arrêtés, malheureusement, la sanction, c'est quand on joue.
Et la sanction a été aujourd'hui. Alors le reproche qu'on peut faire à un joueur, il s'est présenté, il est d'accord pour le tirer, donc ça fait partie du jeu. Par contre, quand il a été tiré le pénalty, il y a été avec nonchalant. Il y a été en courant. Vous savez, c'est pas de bon augure. Chaque fois que tu vois des joueurs faire ça, la plupart du temps, ils ratent. Donc malheureusement pour nous, leur gardien fait l'arrêt qu'il faut, elle tape le poteau, elle ne rentre pas. Et derrière, il y a la sanction. Autre information sportive, donc cette édition, le Hall des Arts de Cotonou va vibrer le samedi 21 juin prochain au rythme du premier tournoi scolaire de taekwondo au Bénin, organisé par Minankmon Martial Arts et Sport. La compétition se veut un tremplin pour l'expression des jeunes taekwondoïnes. Maître Eric Tossou, promoteur du tournoi, dévoile l'objectif et le contenu de cette première édition. La classe sportive aujourd'hui scolaire n'est pas souvent intégrée dans nos championnats nationaux, alors que nous avons plusieurs écoles qui sont en collaboration avec nos associations, et nous avons pour cette première fois introduit un projet d'organisation du tournoi scolaire pour permettre aux élèves qui n'ont pas aussi un grand niveau pour venir au championnat national de se mettre aussi au pas afin d'intégrer les associations. Donc le 21 prochain, on a le tournoi scolaire qui réunit une dizaine d'écoles du plan national pour se challenger afin avant de tirer la meilleure école pratiquant du taekwondo au Bénin et donner encore un nouveau challenge déjà au niveau des écoles, que chaque année il y a le tournoi scolaire, ce qui va en fait élever le taux de pratique et aussi le taux de travail pour mieux avoir des talents au sein de nos associations et pourquoi pas en équipe nationale. Nous avons plusieurs catégories, puisque c'est les élèves, nous avons des enfants. Nous avons prévu faire le combat et tous ne sont pas habilités à faire le combat aujourd'hui. Donc nous avons des épreuves qui sont des épreuves qui amènent toujours au combat. Il s'agit des épreuves de course pour travailler la vitesse des enfants. Il s'agit des épreuves de corde à sauter aussi pour travailler la coordination et les épreuves de souplesse et poumsé. Donc nous avons au total 5 épreuves où chaque enfant, quel que soit son grade, a une épreuve dans laquelle il pourra travailler. Donc là, le samedi prochain, nous aurons ces différentes écoles qui se sont inscrites aussi massivement afin de faire de ce tournoi un tournoi réussi. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.